Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 6 avril 2022 et aujourd'hui nous allons parler de crypto-monnaies. Effectivement, XTB propose de nouvelles crypto-monnaies depuis quelques jours et c'est l'occasion de faire un point sur ce marché. Donc, perspective du marché des crypto-monnaies. On va bien entendu aborder le Bitcoin, hein, comment parler crypto-monnaies sans parler Bitcoin. On va voir quelle est la situation du marché pour le Bitcoin, parler des points essentiel à connaître pour cette crypto-monnaie. Donc, même si vous êtes débutant, n'hésitez pas à poursuivre cette vidéo. Mais on va faire un focus, on va se concentrer par la suite sur Solana, Polygon, Terra, Kusama et Moonbeam. Donc voilà les crypto-monnaies que nous allons aborder, leurs différentes caractéristiques. Avant toute chose, avant de nous lancer dans le vif du sujet, nous allons commencer par un rapide rappel légal. Voilà pour le rappel légal. Alors, parlons peu, parlons bien, parlons Bitcoin. Pour le moment, ce qu'il faut savoir, c'est que les bulls, les haussiers, dominent ce marché-là, hein. Donc, on va faire l'état des lieux du marché. Devant vous, un graphique issu de Bloomberg, graphique du Bitcoin, hein, comme on peut le voir, comme on le voit tous les jours en Good Morning Market. On est allé tester l'oblique haussière qui relie les différents creux, notamment le dernier creux en date qui avait été marqué, c'était celui de 2020, à la fin de l'été. C'était le dernier test avant deux récents tests ici de cette oblique haussière, deux récents tests en 2022, un début d'année qui a été plutôt baissier pour ce marché-là. Mais à l'heure actuelle, le Bitcoin a déjà dépassé les sommets de février et de début mars et il s'attaque à la moyenne mobile de 200 périodes. Cette moyenne mobile que l'on aborde, hein, très souvent tous les jours même en Good Morning Market, c'est la résistance pour le Bitcoin. Au jour d'aujourd'hui, ce mercredi 6 avril 2022, il faut savoir que l'Ether a réussi à un moment donné à franchir sa moyenne mobile à 200 périodes, mais c'est replié en dessous de cette moyenne mobile hier. Donc c'est la résistance à l'heure actuelle. On parle également de résistance de moyen terme, hein, pour le Bitcoin. On a notamment abordé cette key zone en hebdomadaire, mais c'est un autre sujet, hein, qui est développé lors des Good Morning Market. Donc n'hésitez pas à les consulter. Ce qu'il faut savoir sur le Bitcoin, c'est qu'il y a une corrélation positive entre les valeurs technologiques et les prix du Bitcoin. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, une corrélation positive entre le Nasdaq et le Bitcoin. Bloomberg avait évalué cette corrélation positive à 0,66, ce qui est assez fort, hein. Donc, vous pouvez d'ailleurs superposer les prix du Bitcoin à ceux du Nasdaq. Vous verrez une certaine récente similitude entre le price action de ces deux actifs. Donc, corrélation entre les entreprises technologiques américaines et le Bitcoin. Et ce que l'on ressent assez fortement, c'est que le marché des crypto-monnaies est un indicateur de l'appétit pour le risque des investisseurs. Alors, quand on constate une hausse de l'appétit pour le risque, cela soutient le cours des crypto-monnaies. Les investisseurs se sentent aptes à prendre des risques et vont sur ce marché-là. Inversement, lorsqu'il y a une période d'aversion au risque, les crypto-monnaies se replient. Les investisseurs se débarrassent de leurs crypto-monnaies et vont vers des valeurs refuges. Donc ils se débarrassent même des indices et des actions qui sont des valeurs risquées. Ça explique en partie la corrélation avec le marché action, mais la corrélation est d'autant plus forte avec les valeurs, les actions technologiques, hein. Les investisseurs estiment que les crypto-monnaies répondent aux mêmes fondamentaux que les valeurs technologiques. Alors on parle de plus en plus de valeurs refuges également pour le Bitcoin, valeurs refuges face à l'inflation, ça reste à prouver, mais ça semble tout de même se confirmer petit à petit. Donc on est pris en étau entre une valeur qui est shortée lorsqu'il y a un retour de la version au risque, mais également une valeur qui est prise, qui est considérée comme une couverture contre le risque inflationniste. Tout cela restera à prouver lors des prochains mois, voire des prochaines années, mais pour le moment, visiblement, lorsqu'il y a un retour de l'appétit pour le risque, cela soutient les prix du Bitcoin. Ce qui est très important de savoir également, ce qu'il faut suivre pour le Bitcoin et plus largement pour le marché des crypto-monnaies, ce sont les décisions des régulateurs, l'orientation des régulateurs concernant les crypto-monnaies, ce qui pèse, ce qui influe énormément sur la valorisation des différentes crypto-monnaies. Très récemment, des parlementaires européens ont voté en faveur d'une interdiction de tout wallet qui n'est pas hébergé par une tierce partie, donc c'est-à-dire qui n'est pas hébergé par un exchange. Cela a pesé sur le cours des crypto-monnaies. C'était jeudi dernier. Alors, on aura encore le temps avant que tout cela soit appliqué, mais par exemple, cette position plutôt anti
crypto-monnaie qui nuit à toute l'industrie des crypto-monnaies en Europe, a pesé sur le cours des principales crypto-monnaies, notamment du Bitcoin. Aux États-Unis, on est de plus en plus ouvert d'un point de vue de la régulation aux crypto-monnaies, donc cela devrait équilibrer la balance, mais il faut garder en tête qu'il faut suivre de très près les actions des régulateurs et les orientations qui sont prises par ces derniers. Alors, on attend toujours ce fonds ETF qui est basé sur le Bitcoin Spot. On l'attend toujours. C'est souvent rejeté hein, lorsqu'on parle d'ETF basé sur le Bitcoin Spot. Donc, c'est une nouvelle. S'il y a approbation qui pourrait porter les prix du Bitcoin à la hausse. Et on va parler également de halving, ce que l'on pourrait traduire en français par division par deux. Donc le prochain halving pour le Bitcoin est prévu pour 2024. Alors le halving c'est quoi? On va tout d'abord regarder ce graphique avec les différents halvings qui ont eu lieu sur le Bitcoin, hein, comme on peut le voir ici, c'est tous les 4 ans. On a eu un premier halving en 2012, donc une division par deux, et je vais expliquer ce que c'est tout de suite. On a eu un second halving ici en 2016 et un troisième halving que l'on retrouve ici en 2020. Donc le prochain halving est prévu pour 2024. Le halving, c'est quoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'offre de Bitcoin est déjà prédéfinie. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin en circulation. À l'heure actuelle, il y a un peu plus de 19 millions de Bitcoin en circulation. Hein, c'est un niveau qu'on a atteint il y a quelques jours, 19 millions de Bitcoin. Vous l'aurez compris, il n'en aura pas pour tout le monde. Il ne reste que 2 millions de Bitcoin à créer. Hein, et c'est ce qui fait qu'on dit que le Bitcoin est non inflationniste, n'est pas comme le dollar américain où la Réserve fédérale américaine peut décider de manière arbitraire d'imprimer des billets de banque, de créer de la monnaie et donc de diluer la valeur du dollar américain et par la même occasion de diluer l'épargne des Américains. Donc c'est vraiment ce que l'on peut reprocher aux banques centrales de diluer de manière arbitraire la valeur de la monnaie et donc de porter préjudice aux populations. Ce n'est pas possible pour le Bitcoin. Personne ne peut décider d'augmenter cette offre maximale de Bitcoin qui est à 21 millions. C'est déjà ancré dans le marbre, dans le protocole Bitcoin. Alors certes, Greenpeace, avec le cofondateur de Ripple, ont demandé à ce que l'on change le code de Bitcoin. C'est possible techniquement. Mais dans les faits, c'est impossible. La communauté de Bitcoin est extrêmement conservatrice. Il n'y aura pas de changement. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin qui seront émis. Et le dernier Bitcoin sera miné en 2140. Comment on crée du Bitcoin concrètement? Ce sont les mineurs qui créent le Bitcoin. Ces mineurs qui sont chargés de prendre toutes les transactions en cours, de les ramasser dans un bloc et donc de miner ce bloc, de répondre à un problème informatique qui demande de la puissance informatique et donc de l'énergie. C'est pour ça que c'est coûteux de miner du Bitcoin. Tout le monde ne peut pas être mineur aujourd'hui. C'était possible il y a quelques années à moindre coût avec un simple PC. Maintenant, il faut du matériel beaucoup plus poussé. On travaille avec des ASICs. Ça coûte extrêmement cher, c'est extrêmement coûteux, extrêmement gourmand en énergie. Et donc, hein, concrètement, c'est pour ça que certains mineurs se regroupent dans ce que l'on appelle des mining pools pour partager la récompense. Parce que lorsqu'un mineur est sélectionné, lorsqu'il a résolu le problème mathématique pour le bloc en question, lorsqu'il a été le premier à le faire, il va diffuser ce bloc. Si tout est correct, ce sera lui qui sera sélectionné et il sera donc récompensé en Bitcoin. Ce sont ces Bitcoins qui sont nouvellement créés. Les Bitcoins nouvellement créés sont ceux qui permettent de rémunérer le mineur qui a validé un bloc, qui a miné un bloc. Il y aura un nouveau bloc toutes les 10 minutes. Hein, donc toutes les 10 minutes, des bitcoins seront créés. Depuis le troisième halving, cette récompense est à 6,25 bitcoins. Donc chaque 10 minutes, un mineur va valider un bloc, va être récompensé de 6,25 bitcoins. Ce sont des bitcoins nouvellement créés. Ce sera inscrit dans le bloc, ce sera la première ligne, la première transaction du bloc, c'est ce qu'on appelle la transaction Coinbase. Donc la transaction Coinbase, c'est cette transaction qui permet de créer des bitcoins et qui rémunère le mineur qui a été sélectionné. Il y aura un bloc qui sera miné toutes les 10 minutes. Donc toutes les 10 minutes, un mineur sera récompensé. Alors vous me direz s'il y a plus de mineurs et si les mineurs ont une plus grosse puissance informatique et donc il leur faut moins de 10 minutes pour miner un bloc, comment on fait? Dans ce cas-là, on va miner des blocs en moins de 10 minutes. Et donc,
on va imaginer qu'on arrive à miner des blocs en 5 minutes, et donc on va créer 2 fois plus de Bitcoin, ou bien on va atteindre les 21 millions avant 2140. Non, ce n'est pas possible, car si la puissance informatique des nœuds du réseau augmente, donc s'ils arrivent à résoudre le problème en moins de 10 minutes, dans ce cas-là, on augmente la difficulté du problème mathématique qu'il faut résoudre. Le fait d'augmenter la difficulté fait on l'augmente de sorte qu'il faille 10 minutes pour miner un bloc. Donc, si de nouveaux mineurs apparaissent sur le réseau avec une plus grande puissance de calcul informatique, ce qui leur permettrait d'être sélectionnés et de miner des blocs plus rapidement que 10 minutes, on augmente la difficulté du problème mathématique pour ajuster, pour revenir à ces 10 minutes. Inversement, s'il y a moins de mineurs sur le réseau, si certains mineurs quittent le réseau, par exemple parce que le Bitcoin s'est effondré à 20 000 dollars et que ce n'est plus rentable pour eux de gaspiller énormément d'énergie pour miner du Bitcoin, donc on a des mineurs qui quittent le réseau. Dans ce cas-là, on va baisser la difficulté du problème informatique, du problème de calcul mathématique, pardon, et cela va permettre donc aux mineurs de résoudre ce problème en plus ou moins 10 minutes. Donc voilà pourquoi il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Voilà pourquoi le dernier Bitcoin sera miné en 2140 et il y a actuellement 19 millions de Bitcoin en circulation. La création de Bitcoin se fait par cette transaction Coinbase qui est dédiée aux mineurs, qui a été sélectionné, le premier qui a validé un bloc et trouvé donc la solution au problème mathématique grâce à une fonction de hachage, entre parenthèses, qui s'appelle la fonction SHA 256 et qui nécessite une puissance de calcul considérable car il faut tester différentes possibilités jusqu'à trouver le bon résultat et donc ça se fait des milliers et des milliers et des milliers de fois avant de trouver le bon résultat. Donc voilà pour cette parenthèse concernant le halving, j'espère que c'est clair à présent dans votre esprit. Désolé pour ceux qui sont déjà expérimentés sur ce marché-là, c'était pour mettre tout le monde à peu près sur le même niveau. On peut passer à présent aux perspectives, comme le signal Glassnode, la force des investisseurs de long terme porte les crypto-monnaies. Sur le graphique de gauche, ça nous donne un aperçu de l'âge des coins, des bitcoins, en tant que proportion de la valeur déposée sur le réseau. Alors on accorde beaucoup d'importance à l'âge des coins que l'on détient. C'est comme ça qu'on détermine les détenteurs de long terme, les détenteurs de court terme. Alors on accorde énormément d'importance aux détenteurs de long terme. Et ce que l'on voit à l'heure actuelle, c'est que les détenteurs de long terme sont en train d'accumuler du Bitcoin. Et donc on a eu ici, lors de cette phase, on a eu un transfert de Bitcoin pendant cette phase de bear market, un transfert de Bitcoin des petits détenteurs vers les détenteurs de long terme. Donc concrètement, ceux qui étaient rentrés en position très récemment, pratiquement aux portes des sommets, ont liquidé leur position car ils étaient trop en perte et les détenteurs de long terme ont accumulé ces Bitcoins. Ils les ont récupérés, ils les ont accumulés et leurs accumulations sont en train d'augmenter, ce qui se caractérise normalement par un nouveau marché haussier. Et donc on a à l'heure actuelle un marché qui attire un nombre croissant d'investisseurs, mais il y a tout de même des disparités entre les phases de 2018 et celles de 2021 et 2022. Vous voyez ici très rapidement la phase d'accumulation des détenteurs de long terme et donc cette hausse considérable des cours du Bitcoin. Donc, très important de garder en tête cet indicateur. Alors, on en parlera peut-être de plus en plus, ça relève de l'analyse on-chain. J'ai pour projet de faire des vidéos d'analyse on-chain car ça permet d'avoir de très bonnes indications sur ce marché-là. Concrètement, l'analyse on-chain, c'est l'analyse fondamentale du marché des crypto-monnaies. C'est la première fois que j'introduis un graphique d'analyse on-chain dans une présentation et je pense le faire de plus en plus si cela vous convient. Donc voilà pour ces perspectives qui ont été signalées, perspectives haussières qui ont été signalées par Glassnode. Il faut savoir ici on se base sur les coins, sur les jetons qui sont détenus depuis plus d'un an. C'est ce qu'on appelle le hodl et ça vient de hold, donc de détenir ses positions. On passe à présent aux différents points importants concernant le marché des crypto-monnaies. Alors, il y a des centaines et des centaines de crypto-monnaies. Il y a de nouvelles crypto-monnaies tous les jours. Comment faire le tri concernant ces crypto-monnaies? Alors, avant de parler de tout ce qui est inscrit ici, différentes informations, il y a un magma d'informations sur ce marché des crypto-monnaies, donc très difficile de faire le tri. Ça, ce sont les informations actuelles qui sont très intéressantes pour nous, mais d'abord, on va parler du plus important. On parle beaucoup de blockchain.
très souvent, les fintechs qui veulent lever des fonds ajoutent le terme blockchain à leur projet, ils le saupoudrent du terme blockchain, ça leur permet de lever des fonds. C'est un mot magique que peu de gens comprennent, mais beaucoup sont prêts à investir lorsqu'il y a le terme blockchain dans leur investissement. Les fintechs l'ont bien compris, elles ajoutent ce terme blockchain un peu partout, le mélangent à leur sauce, et donc ça leur permet de lever des fonds. Mais une blockchain en soi, ça ne veut rien dire, hein. La technologie blockchain n'a pas été inventée par Satoshi Nakamoto. C'est simplement plusieurs éléments mis bout à bout, dont notamment le proof of work, qui font la force du Bitcoin et la force de cette invention. Alors, lorsqu'on vous parle de blockchain, il y a 5 questions qu'il faut poser à cette personne qui vous parle de blockchain, parce que ça ne veut rien dire. Ce sont 5 questions fondamentales. Première question que vous allez poser à cette personne, est-ce que cette blockchain est décentralisée? Deuxième question, est-ce que cette blockchain est ouverte? Troisième question, est-ce qu'elle est sans frontières? Troisième question, est-ce qu'elle est neutre? Quatrième question, pardon, est-ce qu'elle est neutre? Et cinquième question, est-ce que cette blockchain résiste à la censure? Ce sont les 5 questions qu'il faut poser à n'importe quelle personne qui vous parle d'une blockchain en particulier. La réponse à ces 5 questions déterminera si cette blockchain est intéressante pour vous ou non. Et donc c'est comme ça qu'on va déterminer si une blockchain dont on nous parle est une véritable blockchain publique, ouverte, ou si c'est un shitcoin sans intérêt parmi tant d'autres, ou si c'est simplement une blockchain centralisée. Par exemple, on va parler du coins de JP Morgan et du coins de Facebook, hein, ces cryptoactifs créés par des organismes centralisés qui ne seront jamais ces 5 choses, qui ne répondront jamais à oui aux 5 choses fondamentales qu'on a posées: décentralisée, ouverte, sans frontières, neutre et résistant à la censure. Pourquoi? Parce qu'elles ont un organisme centralisé au milieu qui gère tout et qui est dans une juridiction spécifique. Et donc cet organisme centralisé aura une obligation légale de confirmer l'identité de chaque participant. C'est ce qu'on appelle la réglementation Know Your Customer, hein. Il faut connaître son client. C'est lorsque vous envoyez par exemple à XTB votre pièce d'identité, votre justificatif de domicile, et j'en passe. C'est une obligation légale. Et donc une crypto-monnaie centralisée ne sera pas une blockchain intéressante parce qu'il y aura un organisme central qui devra répondre à ces obligations, notamment celle de Know Your Customer, hein, qu'on voit sous les initiales de KYC. Et donc ce système-là ne pourra pas être ouvert parce que n'importe qui ne pourra pas l'utiliser sans identification, et certains pays seront exclus, hein, comme par exemple un certain broker qui exclut à l'heure actuelle les investisseurs russes. Donc voilà pour cette parenthèse concernant les blockchains. Blockchain, ça veut tout et rien dire. Gardez en tête ces 5 questions. Est-ce que la blockchain est décentralisée? Est-ce qu'elle est ouverte? Est-ce qu'elle est sans frontières? Est-ce qu'elle est neutre? Est-ce qu'elle résiste à la censure? On l'a vu, on ne peut pas censurer le Bitcoin, on ne peut pas empêcher les Russes d'utiliser le Bitcoin pour payer. Bitcoin résiste à la censure. On l'a vu, ce n'est pas le cas du dollar américain, ce n'est pas le cas de ce fameux système SWIFT, hein. La Russie a été exclue de ce système-là. Et donc ça vous permet de faire la différence entre les différents systèmes et pourquoi la crypto-monnaie et le Bitcoin plus particulièrement, est une invention révolutionnaire. Donc plusieurs choses à savoir sur le marché actuel des crypto-monnaies. On en revient à ces différentes choses. Alors pour le moment, on parle beaucoup de Bitcoin, on parle beaucoup aussi d'Ether, cette crypto-monnaie donc sur le protocole Ethereum. Et il y a une concurrence stratégique à l'heure actuelle entre les anciens altcoins contre Ethereum et Cardano. Il y a une concurrence d'une manière générale, hein, pour les parts de marché et l'adoption généralisée des nouvelles technologies. Il faut savoir que l'adoption du grand public, lorsque le grand public se ruera vers les crypto-monnaies, ce sera vraiment le début d'un rallye considérable. Alors, on fait un parallèle entre l'adoption d'Internet et l'adoption des crypto-monnaies. Si on superpose les deux courbes d'adoption, à l'heure actuelle, concernant les crypto-monnaies, on est aux alentours de la fin des années 90, hein. C'est comme pour Internet à la fin des années 90, on commençait à avoir un début d'adoption, et début des années 2000, on a eu un réel boom. On est au niveau de la fin des années 90 pour les crypto-monnaies, donc autant vous dire que le meilleur reste à venir pour les crypto-monnaies.
Pour le moment, on attend toujours un fameux projet qui serait plus avancé que tous et plus polyvalent que tous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, lorsque l'on améliore une caractéristique sur une crypto-monnaie, donc sur une blockchain, ça se fait au détriment d'une autre. Par exemple, si on améliore la scalabilité d'un protocole, c'est-à-dire l'évolutivité de cette dernière, c'est ce que l'on fait sur Ethereum par exemple, on le fait au détriment de la décentralisation par exemple. On ne peut pas avoir tous les éléments à leur maximum. Si on ajoute, si on améliore quelque chose, ça veut dire un autre élément de la blockchain est dégradé. Sur Ethereum, c'est pas un problème parce que c'est une blockchain faite pour les développeurs. Donc on favorise l'évolutivité, on favorise la scalabilité pour avoir un code sans faille, pour avoir un code de plus en plus efficace. Et donc c'est vraiment le but. Bitcoin, c'est différent. C'est une communauté, pas une communauté de développeurs, mais une communauté de puristes, si je puis dire. Des personnes qui ne souhaitent pas modifier Bitcoin, qui ne souhaitent pas d'évolutivité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu un hard fork, qu'il y a eu donc une séparation de la blockchain. Et c'est là qu'est né Bitcoin classique, parce qu'on ne s'est pas entendu concernant Segwit, on ne s'est pas entendu quant à l'augmentation de la capacité de mémoire des blocs. Hein. Ceux qui voulaient des blocs avec une mémoire beaucoup plus élevée ont bifurqué sur une nouvelle blockchain qui s'appelle donc le Bitcoin Cash. Pardon. Il y a eu également un hard fork pour Ethereum et c'était Ethereum classique. Alors, on reste à présent, on revient sur notre sujet. Alors, il y a de nouvelles tendances qui émergent, notamment celle du métaverse. J'en ai parlé d'ailleurs sur TV5 Monde. Je vous invite à regarder cette vidéo si vous voulez comprendre assez simplement quels sont les enjeux du métaverse. Vous la retrouverez sur notre chaîne YouTube. Il y a également cette grande mode des NFT et des smart contracts et donc plus largement du Web 3.0 qui vient succéder au Web 2.0. Il y a eu trois phases du web. Très rapidement, le web 2.0, c'est lorsque nous, utilisateurs, sommes devenus producteurs de contenu. On était en mesure, on a eu la possibilité de créer du contenu vidéo, du contenu écrit, d'écrire des articles, de créer du contenu vidéo à partir de YouTube. À présent, on peut même le faire sur des applications comme TikTok. Ça, c'était le web 2.0. Maintenant, c'est le web 3.0, un web décentralisé avec le métaverse et l'utilisation des crypto-monnaies pour les échanges. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de nombreuses crypto-monnaies qui ont peu de chances de survivre. C'est ce que déclare également la Réserve fédérale américaine. Alors, on le souligne, même s'il ne faut pas faire attention à ce que dit la Réserve fédérale américaine concernant les crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que c'est une menace pour les banques centrales, car la banque centrale, c'est l'organisme centralisé qui gère la monnaie. Donc, ce genre de technologie décentralisée est une menace pour les banques centrales. Hein. On ne peut pas leur en vouloir, comme on ne peut pas en vouloir aux hôtels de se sentir menacés par Airbnb, hein, par exemple. Bon, cela permettrait une meilleure efficacité et cela permet l'inclusion financière. Cela permet à certaines personnes, et on l'a vu au Salvador, qui n'ont pas accès aux services financiers, aux services bancaires, d'avoir accès à ces services-là gratuitement grâce aux crypto-monnaies. C'est ce qu'on appelle l'inclusion financière et c'est bien ce que l'on peut constater au Salvador qui a déclaré le Bitcoin comme étant une monnaie légale. Alors, à noter également que le plus grand fonds de crypto-monnaie au monde, Grayscale, a permis d'investir dans des projets capables d'exécuter des smart contracts. On en parle beaucoup, les smart contracts. Le fonds comprenait 8 projets, dont Cardano, Polkadot, Polygon et Solana. C'est quoi les smart contracts? Ce sont des contrats qui peuvent être exécutés sur une blockchain. Alors, ça a été inventé par le cofondateur d'Ethereum, hein, le cofondateur d'Ethereum. Le fondateur principal, c'est Vitalik, mais le cofondateur d'Ethereum a mis en place ce langage, un langage qui s'appelle Solidity, qui permet de coder des smart contracts. C'est un langage de programmation qui ressemble énormément à JavaScript, en beaucoup plus simple. Et donc, ça permet de créer des contrats qui peuvent gérer des fonds. Hein. Par exemple, ça peut gérer un crédit auto, par exemple, sans avoir d'organisme central. C'est le contrat qui est déployé sur la blockchain Ethereum qui va gérer les mensualités. Et si vous ne payez pas, ça va bloquer votre droit de propriété sur la voiture, par exemple. Et donc, ça va transférer la propriété des clés de la voiture vers le prêteur, de l'emprunteur vers le prêteur. Donc, plus besoin d'organisme centralisé. Un contrat intelligent, un smart contract peut gérer ce genre de choses. Ces smart contracts sont exécutés sur ce qu'on appelle l'EVM. C'est l'Ethereum Virtual Machine. C'est une sorte d'ordinateur commun qui est sur la blockchain Ethereum. Et cet ordinateur commun va exécuter ces smart contracts et inscrire dans la blockchain les données de ces smart contracts.
Étant donné que ça prend de l'espace, lorsqu'on déploie un smart contract, il faut payer une petite somme. C'est ce qui fait qu'on évite les abus, notamment ce qu'on appelle les loops, hein, les boucles indéfinies qui vont faire qu'un code va s'exécuter à l'infini et donc prendre trop d'espace sur la blockchain. Donc voilà pour cette parenthèse. Il faut noter qu'à la fin de l'année 2021, près de 300 millions d'utilisateurs étaient actifs sur le marché des crypto-monnaies. Environ 27 millions d'Américains possèdent des crypto-monnaies. Ça correspond à environ 8,5% de la population américaine. Donc l'adoption fait son chemin petit à petit. Et on parlera des parachains qui constituent un environnement de test très intéressant à partir duquel il est possible de mettre en œuvre des modifications du réseau, mais également la technologie cross-chain qui permet la communication entre les blockchains et hormis cela, l'interopérabilité, hein, c'est le terme informatique. Alors, on va parler de l'offre élargie d'XTB. Donc, nous proposons à présent de nouvelles crypto-monnaies. On va parler de Solana, Polygon, Kusama, Terra et Moonbeam. Alors, concernant Solana, le gros avantage, ce sont les faibles coûts de transaction. C'est pas le cas, par exemple, sur la blockchain Ethereum. On a eu une envolée des coûts de transaction, même si les coûts de transaction sont à l'heure actuelle sur des plus bas depuis de nombreux mois. Justement, Ethereum va passer du proof of work au proof of stake. C'est une nouvelle manière de miner des crypto-monnaies sans avoir besoin d'une grosse consommation d'énergie. Il suffit de détenir la crypto-monnaie en question pour être mineur, hein. Donc on mine, c'est du minage virtuel entre guillemets, hein. C'est la détention de la crypto-monnaie qui permet de nous faire sélectionner par le système pour valider un bloc et non notre consommation électrique. Ça se fait au détriment de la sécurité du réseau, bien entendu, parce que faut savoir que lorsque on s'est basé un protocole est basé sur le proof of work, personne ne peut attaquer cette crypto-monnaie parce que même un État ne pourrait pas le faire parce qu'il faut une puissance énergétique, une quantité d'énergie énorme, mais également une puissance informatique considérable pour attaquer ce genre de protocole. Aucun État ne peut le faire à l'heure actuelle. Donc voilà pour Solana, coût de transaction élevé, faible coût de transaction, mais on l'a vu, si on améliore quelque chose, c'est au détriment d'autres choses, et là c'est au détriment de la sécurité. C'est un réseau évolutif comme Ethereum et qui fonde la validation des transactions sur une combinaison unique de méthodes de proof of stake et de proof of history. On a parlé du proof of work, qui demande l'énergie, vous avez le proof of stake et vous avez le proof of history également. Solana a été décrite par Bank of America comme la Visa des crypto-monnaies. Solana comme Cardano est considéré comme l'un des Ethereum killers. Beaucoup d'altcoins se voient comme des concurrents très sérieux d'Ethereum et donc des tueurs d'Ethereum, hein. Cardano et Solana en font partie. Est-ce qu'ils vont réussir à tuer Ethereum? À voir, ça dépendra de la communauté de développeurs. Pour l'heure, les plus gros talents sont sur Ethereum pour le moment. Polygon, et donc sa crypto-monnaie native Matic, est une crypto-monnaie dont la tâche principale est d'améliorer et de faire évoluer le réseau Ethereum. Elle relie entre eux plus de 7000 projets au sein de la blockchain Ethereum. Donc Polygon utilise un modèle de transaction écologique. 75% de l'offre totale de jetons est déjà sur le marché. Donc là, vous retrouvez des éléments importants, notamment l'offre, l'utilité. Il faut une utilité à une crypto-monnaie pour qu'elle ait une réelle valeur. Les shitcoins n'ont pas d'utilité. N'existe que pour exister. Ici, on voit l'utilité de ces différentes crypto-monnaies. Kusama, qui crée un environnement de test sécurisé appelé Parachain pour la blockchain Polkadot et dispose d'un modèle de staking étendu. Ça, c'est la troisième crypto-monnaie que l'on voit aujourd'hui. On a la communauté des investisseurs, ceux qui stake, ceux qui détiennent cette crypto-monnaie ont une influence sur la conception finale de la crypto-monnaie. Ils ont un droit de vote. S'il y a des mises à jour, des changements, ce sont les investisseurs, les détenteurs de la crypto-monnaie qui vont le décider. Le créateur de cette crypto est Gavin Wood, qui est connu pour son travail sur Ethereum et l'invention du langage Solidity dédié aux applications décentralisées. On en a parlé d'Ethereum. Gavin Wood, c'est le cofondateur d'Ethereum qui a été sollicité par Vitalik, l'inventeur, le génie de la crypto-monnaie Vitalik et inventeur d'Ethereum. On a ce génie qui est Satoshi Nakamoto, celui qui a inventé le Bitcoin. On ne sait pas si c'est une seule personne ou un groupe de personnes. En tout cas, cette personne s'est volatilisée, peut-être qu'elle ne fait plus partie de ce monde, mais on a un génie à l'heure actuelle, génie des crypto-monnaies, c'est Vitalik, celui qui a inventé l'Ethereum et qui a sollicité Gavin Wood pour fonder à ses côtés Ethereum. Et Gavin Wood a créé le langage Solidity qui permet de coder des smart contracts sur Ethereum. Et il a également créé cette crypto-monnaie, cet environnement de test sécurisé, les parachains, pour la blockchain Paradot. On a Terra. Et donc, ça, son jeton Luna, c'est un projet qui est créé par d'anciens développeurs de Google et Microsoft. Il n'a mis que 2 ans pour se hisser dans le top 10 des plus grandes crypto-monnaies. Et
ce succès est dû au fait qu'il y a un système d'arbitrage étendu et une nouvelle approche pour équilibrer l'offre et la demande de stablecoin dans l'enceinte, à l'intérieur de la blockchain. Et on a enfin Moonbeam qui est basé sur la synergie blockchain d'Ethereum et de Polkadot. Comme Kusama, le projet fournit un parachain pour Polkadot et permet le traitement de contrats intelligents, donc smart contract pour Ethereum, grâce à ce fameux langage Solidity et à la technologie cross-chain qui permet la communication entre les blockchains. Donc voilà pour ces différentes crypto-monnaies, que vous soyez débutant ou investisseur aguerri de ce marché-là. Je pense que j'ai pu ici vous apporter quelque chose. En tout cas, si vous êtes débutant, j'espère que vous commencez à comprendre l'intérêt des crypto-monnaies, à comprendre la différence entre les crypto-monnaies et comment faire le tri. En tout cas, c'est le but de cette vidéo. Alors, on reste encore sur l'offre élargie. On va parler d'une certaine notion, notamment la TVL. C'est ce qu'on appelle la valeur totale verrouillée dans un réseau. Et ce niveau élevé, on fait face à un niveau élevé de TVL à l'heure actuelle. Et ça montre qu'il y a une maturité croissante de ces crypto-monnaies et un réel intérêt des investisseurs. Et donc, la croissance dynamique de ce TVL parmi les crypto-monnaies ne représentait pas une concurrence significative pour Ethereum. Et pour l'heure, ça commence à être le cas, donc il y a un réel développement très dynamique du marché. Cette hausse considérable de la TVL le montre. Et il y a également des offres de récompenses attrayantes pour le stacking dans le réseau qui encourage les investisseurs à utiliser des jetons de blockchain tels que Terra, avec son jeton Luna, Solana ou même Polygon, et ça contribue ainsi à leur croissance. Donc voilà pour cette donnée très importante, vous la verrez si vous faites des recherches sur les crypto-monnaies, c'est la TVL et donc c'est la valeur totale qui est verrouillée, en anglais Total Value Locked. Et vous voyez, hein, pour le moment, Ethereum est en première position, mais on a des concurrents qui viennent ici se rapprocher d'Ethereum. Et on fait un dernier point assez précis sur Kusama et Moonbeam. Nous l'avons dit, Kusama est construit sur le réseau Polkadot. Ça offre des solutions de logiciels avancés et un environnement de test. Donc, c'est parachain pour les applications décentralisées que l'on code à l'aide, vous l'aurez compris, je pense, du langage Solidity, inventé par Gavin Wood et qui est très proche du langage JavaScript. Alors ici, il y a des gros bénéfices. On va voir les bénéfices par exemple de Polkadot, hein. C'est la stabilité, la sécurité, la gouvernance et les mises à jour très conservatrices, comme Bitcoin, on en a parlé. La communauté est très conservatrice et il y a des gains considérables pour les validateurs, hein. Donc cela pousse les validateurs à intégrer cette blockchain. Concernant Moonbeam, ça crée un pont, un cross-chain entre la blockchain Ethereum et Polkadot. C'est un outil de développement pour faciliter le déploiement des applications décentralisées, donc d'apps, sur le réseau Polkadot. Et voilà pour le point sur ces deux crypto-monnaies. Maintenant, où trouver toutes ces crypto-monnaies? Sur la plateforme Xstation 5, c'est très simple. On les retrouve sur la plateforme dans l'onglet MarketWatch CRT. Hein. Vous voyez, et vous me direz pourquoi passer par des CFD, car ce sont des CFD, tout simplement parce que si vous voulez acheter par exemple du Bitcoin Spot, il vous faut un temps considérable pour apprendre ce qu'est le Bitcoin. Pourquoi? Parce que si vous achetez du Bitcoin en spot sur un exchange, il ne faut pas laisser ces Bitcoins chez le broker, chez l'exchange. Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreux actes de hacking sur les exchanges. Vous pouvez vous réveiller un bon matin et ne pas retrouver vos crypto-monnaies. Elles seront dérobées par un hacker, par exemple. Ça arrive très souvent. Donc le mieux, si vous achetez en spot chez un exchange, c'est de les transférer sur un wallet, sur un portefeuille externe, donc un disque dur ou une clé USB. Pour cela, il faut certaines connaissances pour ne pas perdre ses fonds, pour ne pas faire d'erreur. Si vous faites une erreur, il n'y a pas de service client à appeler pour retrouver vos fonds. Vos fonds sont perdus à tout jamais. Donc il faut comprendre comment on met en place une clé privée. N'importe qui peut créer une clé privée sur le Bitcoin. Vous prenez une pièce, vous la lancez 256 fois, faire du pile ou face, vous notez 0 lorsque c'est pile, 1 lorsque c'est face, vous aurez 256 résultats, ça vous donne une clé privée générée de manière aléatoire. À partir de cette clé privée, on va la passer dans une fonction qui s'appelle l'elliptique, la courbe elliptique. Ça vous permet de déterminer la clé publique
qui sera unique et il est impossible à partir de la clé publique de déterminer la clé privée. Donc c'est une fonction dans un sens. À partir de la clé privée, on peut déterminer la clé publique, mais pas l'inverse. Et à partir de cette clé publique, on va la hasher, on va la passer dans la fonction de hachage SHA-256 et ça va vous donner une adresse. Vous pourrez communiquer à n'importe qui pour vous envoyer des fonds. Donc si vous ne comprenez pas tout ça, et j'en passe, mieux vaut attendre avant de passer sur le marché spot et privilégier les CFD. Il n'y a pas de danger avec les CFD, personne ne va vous voler vos bitcoins, il n'y aura pas d'acte de hacking, il n'y aura pas de hacker et donc pas besoin de les transférer sur une clé USB ou un disque dur externe. On fait tout pour vous. Ici, c'est simplement pour le trading et pour l'investissement. Donc voilà pour cette dernière parenthèse, parce qu'on me demande souvent pourquoi passer par du CFD. Et moi, la première question que je pose à ces gens-là, c'est comment on détermine une adresse pour le bitcoin. Si on n'arrive pas à me répondre à cette question, mieux vaut rester sur le CFD. Ça ne vous empêche pas de trader les CFD pour le court terme, de faire du trading et d'investir sur le très long terme, sur du spot, si et seulement si vous comprenez le Bitcoin et ce que je viens de dire concernant les clés privées, clés publiques et adresses. Et j'en passe. Hein. Il faudrait comprendre également en détail comment effectuer une transaction sur le réseau Bitcoin. Donc voilà pour cette dernière parenthèse. Cette vidéo touche donc à sa fin. J'espère que vous aurez appris certaines choses. Nous allons parler de plus en plus de ces nouvelles crypto-monnaies à l'avenir, au quotidien, en Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée, une excellente séance de trading. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube et à nous suivre au quotidien. Au revoir.